Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce midi. Aujourd'hui, on accueille avec nous Charles Raymond, qui est le président-directeur général de Raymond Logistique. Très heureux de l'accueillir parce qu'on va parler d'un projet important pour Montréal qu'on retrouve dans les médias. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de situer un peu ce projet, son historique et quelles sont les étapes qui s'en viennent. Charles Raymond qui va nous parler de son entreprise dans quelques instants, il va la présenter, là, mais ce que je voulais déjà mettre la table au départ, c'est que c'est une entreprise qui est dans la logistique, innovante, qui est active depuis longtemps, Charles va en parler, qui est dans le domaine agricole, donc import-export, et qui est dans le fond une entreprise qui traite des containers, plus de 100 000 containers traités par année, qui passe par les installations de Raymond. Et Raymond est déjà présent à Montréal, dans le sud-ouest, mais évidemment ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Je me disais d'entrée de jeu que j'allais situer le projet et situer de quoi on parle. On parle d'un projet qui est dans une zone, qui est une zone industrielle depuis très longtemps. J'ai voulu chercher quand est-ce que ça avait commencé. On parle en 1904 d'une zone où il y avait Montreal Locomotive Works, sur la rue Dixon, tout près, et à partir de 1912, la fonderie d'acier Canadian Steel en 1912, sur le terrain actuel de Raymond. Donc, on parle d'un terrain industriel. On parle aussi d'une zone portuaire, évidemment, depuis même plus que 100 ans. Donc, le port de Montréal, actif stratégique, est là depuis très longtemps. Et il y a une zone de transbordement de containers en 1980 dans la zone du port qui est tout près. Il y a eu des résidences qui ont été construites à travers le temps qui sont enclavées. Donc, ce sont des terrains qu'on avait à l'époque désignés comme pouvant accueillir des constructions résidentielles dans une zone fortement industrialisée avec des terrains industriels depuis très longtemps. Le port lui-même est évidemment un actif stratégique. On en a parlé depuis quelque temps dans le contexte de la grève qu'on y voyait venir et qui a eu lieu finalement. C'est absolument essentiel pour notre performance économique. C'est un actif stratégique au même titre qu'un aéroport, au même titre que tout le réseau de chemin de fer, que notre réseau de routes. Si on veut avoir une économie performante à Montréal, nous avons besoin du port. À travers le port, il y a toute cette logique autour d'activités qui doivent avoir lieu. D'ailleurs, c'est pas pour rien que durant son histoire, on a pensé autour du port quelles sont les activités qu'on devait y installer et l'administration municipale a décidé, il y a quelques années, d'en faire un lieu de zone, de pôle de logistique. Et d'ailleurs, Raymond Logistique, quand ils ont acheté le terrain, c'était en 2016, après que l'administration de la ville ait dit en 2015, on va en faire une zone de logistique. Peut-être pour aller un petit peu plus loin dans l'historique, bien que le terrain ait été zoné industriel, bien qu'on soit dans une zone à proximité du port, bien que ce soit une zone qu'on a déclarée au niveau de l'administration municipale, une zone où on voulait en faire un pôle logistique, lorsque Raymond a acheté ce terrain et avait de plein droit le pouvoir de faire son projet, la ville a décidé à ce moment-là d'essayer de bloquer ce projet. Et on va y revenir parce que pourquoi je trouve que c'est absolument essentiel qu'on parle aujourd'hui de ce projet, c'est qu'on est dans une zone de plein droit. On a un promoteur qui décide d'acheter un terrain, qui est encouragé par la vision de la ville d'en faire une zone de logistique et qui veut aller de l'avant. Et l'approche de la ville a été par la suite de tenter de bloquer ce projet. Et quand on a tenté de bloquer ce projet, on s'est retrouvé en cours où on a perdu 2 fois. Donc, on est dans un projet de plein droit, dans une zone industrielle à proximité du port. On a un promoteur qui est arrivé avec un projet répondant à une aspiration de la ville d'en faire une zone de logistique. Et on a la ville qui, lorsqu'elle a reçu les demandes de permis du promoteur, s'y est opposée. Et on est rendu aujourd'hui, plusieurs années plus tard, après 2 échecs en cours, avec un projet, et on va en parler aujourd'hui, avec des défis, on va en parler aujourd'hui, et avec la ville qui doit jouer un rôle. Alors, j'ai mis la table, je trouvais que c'était important pour qu'on voit où on est aujourd'hui, mais en fonction aussi de la trajectoire où c'est allé. Et je vais passer la parole à Charles Raymond, puis après, on aura l'occasion d'échanger sur le projet et aussi sur ce qu'on pourrait faire à partir de maintenant pour s'assurer qu'on a le meilleur projet possible. Donc, Charles, je te cède la parole.
Merci Michel. Bonjour tout le monde. Je me présente Charles Raymond, président directeur général de Raymond Logistique, entreprise qui va bientôt avoir 30 ans, à laquelle, entreprise familiale à laquelle j'ai grandi depuis pratiquement 30 ans aussi. Pas avec le même rôle, mais en ayant grandi avec les différents postes dans l'entreprise, j'ai eu l'occasion de essayer un petit peu de tout. Mon rôle, par contre, s'est formalisé beaucoup en 2003 suite à mon baccalauréat en génie électrique à Polytechnique, où j'ai eu un rôle plus formel en tant que directeur de technologie mécanique et industrielle. Donc, j'ai fait quelques années d'entreprise en système pour organiser ce qu'on faisait. Ça fait maintenant bientôt un peu plus de 15 ans que je suis en charge comme président et propriétaire. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci Michel pour l'entrée en matière. Je vais me dépêcher sur je vais faire un petit recap sur l'entreprise. Premièrement, vraiment fier de pouvoir parler de notre vision de comment faire de Montréal un pôle ou une plaque tournante en logistique du commerce international. Et pour faire ça, je vous propose d'essayer de résumer ou de synthétiser ce que Raymond Logistique fait en une ou deux phrases. En gros, Raymond Logistique existe pour faciliter l'accès aux marchés internationaux à n'importe quel exportateur qui désire bouger la marchandise en conteneur. C'est ça qu'on fait. Je le résume assez succinctement, mais l'idée, pour y arriver, on n'est pas très connu à l'extérieur de notre industrie, ce qui est tout à fait l'inverse dans notre industrie. Pour vous le mettre en perspective, on est une entreprise je vais bouger ça ici. On est une entreprise qui au Canada, est le plus gros transitaire de marchandises exportées en conteneurs, avec un peu plus de 100 000 conteneurs par année qui transitent dans nos installations. Et on est aussi le fournisseur officiel exclusif de l'ONU pour toute la marchandise qui part du Canada pour les pays qui en ont besoin en forme de dons alimentaires. Donc, quand il y a des crises, des famines, des guerres, depuis plusieurs années, l'ONU, quand il commande de la marchandise canadienne, tout le mouvement de cette marchandise-là passe par nos opérations. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, ce que je vais vous proposer, c'est une petite visite rapide de 2-3 minutes via une vidéo de nos opérations terminaux et qui on est. Puis, je vous reviens après la vidéo pour vous donner plus de détails. Chez Raymond Logistique, on est une compagnie fortement axée sur nos valeurs, donc l'innovation, la qualité, la performance. On a grandi à Montréal, mais si on va à notre terminal à Vancouver ou à Prince Rupert ou à Winnipeg ou à Washington, c'est les mêmes valeurs. Ce qui différencie Raymond Logistique dans son offre, c'est notre niveau d'intégration. On n'est pas juste une compagnie de transport, camionnage ou de chargement de conteneurs ou de transfert. On offre une solution du début à la fin. Les gens qui nous appellent ont de la marchandise à bouger, dans l'Amérique du Nord, quelque part dans le monde, puis en nous appelant, ils oublient le mouvement de la marchandise. On prend tout en charge les problèmes potentiels qui peuvent arriver au long du mouvement et ça leur permet d'avoir une aisance d'esprit du point A au point Z. Raymond Logistique, c'est une compagnie familiale. C'est mon père qui l'a commencé il y a près de 30 ans. Il a commencé dans un camion. Sa philosophie, c'est de travailler plus fort, puis mieux, puis différent, puis toujours essayer de changer la façon dont c'était fait. Puis après quelques années, il a décidé de lui-même remplir ses conteneurs parce qu'il trouvait que ça allait pas assez vite. Mon père a décidé de déconnecter le transport du chargement. Puis en faisant ça, il a été créatif dans sa façon de développer des systèmes pour bouger la marchandise, autant mécanique qu'informatique, ce qui a emmené où on est aujourd'hui. Raymond a plusieurs terminaux. On en a 3 présentement, d'autres en devenir. Montréal a été le premier. Les gars, les filles qui travaillent sont 10, 15, 20, 25 ans d'expérience. Les volumes sont plus petits, mais il n'y a aucun problème qu'ils ne sont pas capables de régler. Souvent, on va s'en servir pour expérimenter des nouveaux trucs ou des nouveaux services. Parce qu'on sait que l'équipe va le faire marcher. Puis ça nous permet de s'assurer que ce qu'on va livrer comme service à grande échelle a été testé puis que ça va marcher. Au fil du temps, les clients exportent partout dans le monde et la porte d'exportation pour l'Asie, c'est Vancouver. La complexité n'a rien à voir avec Montréal. C'est 10 fois plus de lignes maritimes, le corridor ferroviaire le plus occupé au Canada. Donc, l'équipe est plus grosse. La façon de prendre les décisions est différente. On a diversifié, on a fait beaucoup plus de vrac en conteneur. Prince Rupert, c'est plus nouveau. L'équipe est plus jeune. La fluidité n'a rien à voir avec ni Vancouver ni Montréal parce qu'il n'y a pas de congestion ferroviaire, terminal, camionnage et maritime.
Ce sont les seuls au Canada qui peuvent faire ce qu'ils font avec les trains unitaires. Leur force, c'est d'avoir des gros volumes pour des destinations très précises en Asie. Et la vélocité permet des économies d'échelle qui leur permettent d'être compétitifs en conteneur versus des compagnies de bateaux de vrac. Très bien, Charles. Une vidéo inspirante sur l'histoire de l'entreprise. Dans quelques minutes, on va parler du projet spécifiquement, mais parlons du terrain lui-même. Je le disais, vous en avez fait l'acquisition en 2016. Quand vous faites l'acquisition de ce terrain-là, qu'est-ce que vous avez à l'esprit? C'est quoi le projet? Avant qu'on rentre dans les spécifiques du projet, vous achetez un terrain, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, ce que je pourrais faire, si tu me le permets, Michel, je ferais peut-être un petit retour rapide sur l'entreprise pour expliquer, à comprendre le modèle d'affaires qu'on a, qui va expliquer le projet en question. Ultimement, ce qu'on fait, on transfère de la marchandise de chemin de fer à conteneur, comme vous avez vu dans la vidéo. Mais au fil des ans, dans les 20 dernières années, on a axé énormément sur la technologie. C'est mon petit background d'ingénieur électrique qui m'a permis de contribuer à l'entreprise, mais on a développé nos propres systèmes d'opération. Puis ces systèmes d'opération-là nous ont permis de refléter la réalité opérationnelle le plus près possible de ce qu'on fait pour optimiser les exportations. Le but étant de le faciliter et de baisser le dollar par tonne. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que depuis 20 ans, on a investi énormément en technologie. Puis dans les 5 dernières années, ça allait pas nécessairement assez vite. Donc, ce qu'on a fait, on a décidé de partir notre propre boîte de technologie. Donc, dans Pointe-Saint-Charles, présentement, on a une compagnie qui s'appelle Nexus Innovation, qui sont pratiquement 60 employés, qui ne font que ça du développement de génie logiciel. Je le mentionne parce que la technologie est au cœur de ce qu'on fait. Et d'autant plus vrai que dans les dernières années, il y a une grappe qui a été créée par Ottawa sur l'intelligence artificielle pour le transport de la marchandise au Canada, qui s'appelle Scale AI. Pour ceux qui le connaissent, Scale AI, on est un membre fondateur, premièrement. Et je le dis parce que dans les projets qui ont été déposés dans les dernières années, on a été le premier projet accepté également dans le contexte de Scale AI. Je le dis avec fierté parce que c'est pas nécessairement facile les gens veulent faire du AI, mais de faire du AI, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment le faire. Il faut aussi avoir l'information disponible pour pouvoir optimiser nos processus. Ce qu'on avait, c'est pas parfait, mais c'est ce qu'on avait quand même. Puis on continue à améliorer nos systèmes. Je le dis parce que cette technologie-là, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de différencier notre offre de service pour les exportateurs avec ce qui se fait normalement. Vous allez avoir en tête un conteneur qui recule un entrepôt avec un wagon d'un côté ou vice-versa, un camion qui recule un entrepôt avec un conteneur de l'autre côté. La marchandise se fait prendre des wagons, elle s'en va dans l'entrepôt. L'entrepôt, quand le conteneur arrive, on le reprend la marchandise pour le conteneur ou vice-versa. Ça, c'est ce que nous, on a changé. C'est notre gros différenciateur. Nous, on prend la marchandise des wagons ou des camions directement dans les conteneurs. Il n'y a pas deux étapes. Il n'y a pas deux étapes. Puis pour faire ça, pour arriver à réconcilier le mouvement des wagons, des chemins de fer d'un côté et le mouvement des conteneurs et des bateaux de l'autre, la technologie est au centre de ce qu'on fait. Mais en faisant ça, par contre, ce que ça nous permet de faire, ça vient baisser les coûts dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, le fait de toucher la marchandise une fois, nos coûts variables sont plus petits. Puis au lieu d'avoir à bâtir des entrepôts, de les maintenir, de les opérer, on n'a pas d'entrepôt à construire. Donc, on a aussi moins de coûts fixes. Tout ça ensemble arrive dans l'équation où justement notre technologie nous permet de relier les différents lots qui arrivent du côté de chemin de fer au conteneur. Je mentionne ça parce qu'avec les années, on a raffiné, c'est notre offre de service, c'est ce qu'on fait. Mais on a raffiné à un point tel qu'avec la technologie, on a prouvé un concept à Prince Rupert dans les quelques dernières années qui consiste à convertir la marchandise qui est habituellement exportée en bateau de vrac. C'est là que ça devient important en fonction du projet à Montréal. Traditionnellement, depuis les 100 dernières années, les compagnies qui veulent exporter du blé ou de l'avoine ou du canola du Canada dans les marchés internationaux le font en bateau de vrac et non pas en conteneur. Pourquoi? Les volumes sont tellement plus gros que ça nécessite beaucoup de silos. À Montréal, il y a le silo numéro 5 qui est désaffecté aujourd'hui, que la plupart du monde connaissent. Sinon, il y a l'élévateur en fonction Viterra au port de Montréal présentement qui en font encore. Nous, ce qu'on fait, c'est l'équivalent de ça, mais en conteneur. Mais pour y arriver, j'arrive au projet, on doit avoir un terrain d'envergure qui nous permet de recevoir la quantité de wagons nécessaire pour y arriver et pour jouer sur au même playing field que les exportateurs qui utilisent les bateaux de vrac. Donc, on parle de notion de train unitaire, qui est une espèce de métrique du côté des chemins de fer qui leur permettent d'avoir des économies d'échelle. Notre économie à nous, c'est notre business model, notre modèle d'affaires qui, justement, est différent parce qu'on saute l'étape de mettre en silo ou de mettre en entrepôt. Puis après ça, la proximité avec le port.
le plus près on peut être du port, ce que ça nous permet de faire, c'est encore une fois de diminuer le camionnage aller-retour pour aller porter les conteneurs ou aller les chercher au port. Donc, encore une fois, des dollars par tonne. Au final, ce que ça nous permet de faire, c'est l'ensemble de la solution de l'origination, que ce soit de Saskatoon, de Chicago, de Toronto ou de Saint-Hyacinthe, nous permettent de compétitionner non pas des joueurs qui veulent exporter actuels, mais sur les marchés internationaux où est-ce que le produit se ramasse au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Donc ça, on le fait de façon hyper efficace et pour y arriver, qui m'emmène à peut-être la slide 3, je ne sais pas Daniel si tu peux la mettre, 3 ou 4 qui nous amène à notre projet. Michel, qui était quand on a acheté le terrain en 2016, suite à un due diligence de 1 an, il y avait nécessairement la réglementation qui était importante, qu'on devait s'assurer de pouvoir faire ce qu'on voulait faire, mais il y avait également la proximité avec le port, qui était cruciale pour justement baisser nos dollars par tonne sur le transport du camionnage. L'ampleur du site était nécessaire pour être en mesure de recevoir la quantité de wagons qu'on voulait faire, et également la quantité de conteneurs vides pour pouvoir remplir quand les wagons arrivent et la quantité de conteneurs pleins pour faire le tampon avec l'arrivée et le départ des bateaux. Donc, ce qu'on avait en tête, on a acheté le terrain, il y avait deux volets. Il y avait le volet justement de création de marché que je viens de vous expliquer. Donc, la conversion des commodités agricoles, mais il y en a d'autres, ça peut être comme des wood pellets, ça peut être de la potasse, il y a plein d'éléments qu'on peut convertir de bateaux de vrac à conteneurs. Si on reste dans l'agricole, c'est ça qu'on avait en tête. Et également la relocalisation de notre terminal existant qui est dans Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest, justement, près de Griffintown. Donc, dans ce qu'on a sur la slide présentement, vous allez voir, on a 2-3 éléments économiques, entre autres le tiers du camionnage. Merci. Le tiers du camionnage actuel sur la rue Notre-Dame, sur le tronçon entre Viau et l'ouest, vers l'ouest jusqu'au centre-ville, 1 camion sur 3 avec des conteneurs vient ou part de chez nous. Donc, juste le fait de relocaliser notre terminal existant en face du port sauve à peu près 33% du camionnage de la rue Notre-Dame vers l'ouest. Ensuite, il y avait des économies au niveau de l'environnement. C'est pas nous qui les a quantifiées, c'est le CIRELT, le Centre indépendant de recherche universitaire de Montréal. J'espère que j'ai bien dit. Il avait évalué que la réduction de ce camionnage-là, pour bouger la même quantité de marchandises, allait relativement faire diminuer nos propres émissions à effet de serre de plus de 80%. Donc, on achète le terrain à l'ordre de grandeur de 20 millions de dollars il y a 5 ans. Il y a le bon zonage, mais le plus gros défi du terrain, c'était pas des éléments que je vous ai mentionnés, parce qu'on avait la bonne grandeur, le chemin de fer, l'accès au chemin de fer, l'accès au port. C'était l'environnement. C'est un des terrains les plus contaminés de l'île de Montréal. Et les défis que ça posait pour le réhabiliter étaient assez gros. D'ailleurs, ça a été dans nos plus gros défis au niveau du financement de ce terrain-là à l'époque. Et depuis, on a investi environ 15 millions de dollars en réhabilitation depuis les 5 dernières années pour le mettre à jour pour qu'on puisse l'utiliser. Alors, écoute, moi, je pense, l'idée au départ, là, puis tu l'as bien expliqué, c'est de bien comprendre que c'est un terrain qui correspond d'abord à votre modèle d'affaires. Deuxièmement, c'est un terrain qui est à proximité du port et qui va faire en sorte que les déplacements par camion vont diminuer et par conséquent aussi les gaz à effet de serre qui sont produits. Et finalement, comme tu le dis, c'est un terrain industriel avec un lourd passé environnemental et donc c'est un terrain au départ là, qui ne peut servir que si il va avoir un usage très rentable parce que le coût de décontamination va être élevé. Donc, tu as toute une logique qui se tient. Et là, vous arrivez donc avec votre projet. Tu dis, il a fallu l'acheter, il a fallu le décontaminer. Et qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là comme projet? Bon, en fait, on tombe en 2016, on achète le terrain en 2016 et on comprend que notre industrie émet des nuisances. Je veux dire, on a grandi là-dedans, on sait très bien qu'un conteneur, ça fait du bruit, c'est pas nécessairement ce qui est le plus visuellement attrayant. Donc, on s'est dit, plutôt que de déposer, une fois qu'on a acheté le terrain, que de déposer le projet de plein droit, on a pris notre petit bâton pèlerin et on est allé voir tous les intervenants. Quand je dis intervenants, je parle des élus, l'administration et les citoyens, les citoyens qui étaient en périphérie. Avec l'idée de dire, écoutez, on se présenter et on veut faire les choses de la bonne façon. Donc, plutôt que de déployer un terminal d'une grande envergure,
dans la cour réelle de tout le monde. On s'est dit, on va aller les écouter, on va leur expliquer ce qu'on veut faire, puis on va s'assurer qu'on puisse rapprocher le plus possible les mesures de mitigation qu'on pourrait proposer en fonction de ce qui va nous être dit. Donc, on a passé l'été, en fait, l'année 2016 au complet à faire ça. Ce qui a été malheureux à travers cette année-là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les discussions avec la ville, avec les dirigeants, avec les citoyens, on avait beau expliquer que le projet allait se faire puis qu'on voulait bien le faire, les gens nous répétaient qu'ils voulaient pas avoir de projet. Et ça s'est matérialisé par plusieurs tentatives de la ville de nous empêcher, de nous bloquer notre implantation. À 3 reprises dans la première année, il y a eu des tentatives, il y en a même qui ont réussi, de changement de réglementation, dont une qu'on a dû bloquer avec une mise en demeure au printemps 2016 et printemps-été 2016, parce que ces changements de réglementation-là, pendant que nous, on négociait avec eux, écoutez, on va mettre ci, on peut faire ça, on pourrait arranger ça, dans notre dos, une façon de faire pour nous empêcher de faire notre projet. Donc, fast forward un an, on se réveille en 2017, début 2017, puis avant un autre changement réglementaire, on s'est dit là, ils sont en train de tout remplacer, ils changent la réglementation pour nous empêcher tout simplement de faire notre projet. On peut pas accepter ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de déposer un projet de base, de plein droit, qui malheureusement ne contenait aucune mesure de mitigation pour protéger nos droits. Donc, en janvier 2017, avant de parler du projet de base sur lequel vous êtes revenu, parle-nous un peu de ce que tu proposais. Juste parce que c'est important de comprendre que vous êtes arrivé, tu l'as dit, avec une compréhension de ce qu'étaient peut-être les nuisances associées à un terminal comme ça. Et donc, je veux juste qu'on comprenne bien, parce que pour moi, c'est important dans des dossiers comme ceux-là de voir ce que le promoteur propose. Et quand le promoteur propose quelque chose, d'en tenir compte. Qu'est-ce que vous avez proposé à ce moment-là? Plusieurs éléments. Dans les éléments qui étaient ressortis à l'époque, puis la quasi-totalité de ces éléments-là, c'était avec les citoyens, les rencontres citoyens qu'on avait eues. Il y avait la notion d'îlot de chaleur. Donc, on s'entend qu'un pad en asphalte avec des conteneurs en métal, c'est très loin en fait, ça va générer des îlots de chaleur. Donc, on s'était dit, si on peut trouver une façon d'avoir une surface ou une plateforme surélevée pour essayer de faire un peu un style de toit vert pour en absorber un peu, c'était un des éléments qu'on voulait faire, qu'on avait proposé. On avait aussi la notion de, je vais dire, un talus végétalisé. Ça dépendait de l'ampleur et où on le plaçait, mais l'idée, c'était de ne pas voir les conteneurs et de ne pas nous entendre. Donc, à travers un talus de ce style-là, ce qu'on aurait voulu avoir ou on aurait pu avoir, ça aurait été de désenclaver la cyclable dont la ville veut faire ou aller chercher la rue Ontario de la rue Notre-Dame. Donc, on avait une piste cyclable, on parlait le long, c'est tellement un grand terrain qu'on parlait le long du talus, justement, ou sur le toit vert, d'ajouter des trucs du style un parc à chiens. Il y avait des citoyens qui avaient parlé qu'il y avait beaucoup d'événements, peut-être pas nécessairement légaux, mais de fêtes l'été qui se passaient sur le terrain. Donc, on avait dit, écoutez, peut-être qu'un espèce d'endroit pour des événements serait approprié aussi. Donc, on avait ramassé l'information pour essayer de dire aux gens, écoutez, nous, on pourrait regarder les trucs avec vous pour voir ce qu'on peut faire le mieux qu'on peut. Puis, ça, on a fait ça dans la première année. Donc, on a tout mis ça ensemble. On s'est dit, écoutez, ça ressemblerait à ça en fonction de notre opération. Puis, c'est ça. On a passé un an à faire ça, mais à chaque fois qu'on en parlait ou qu'on les présentait, en fait, on n'a jamais eu de feedback. Autre que le projet allait pas se passer puis que vous ne seriez pas capable de faire votre projet-là. Donc, bien comprendre, vous dites, on va essayer de rendre ça le plus acceptable possible. Ouais. Vous avez une population immédiate qui vous donne des idées en même temps. Possiblement que, même s'ils vous donnent des idées, ils voudraient que ça soit autre chose qu'un terminal. C'est toujours ce qu'on appelle le syndrome pas dans ma cour. C'est-à-dire, là, on est vraiment littéralement dans ma cour, c'est-à-dire à côté. Ouais. Et évidemment, c'est une zone industrielle, c'est une zone proche du port. On peut apparenter ça à des gens qui achètent une maison à côté de l'aéroport et qui voudraient qu'il n'y ait pas de bruit d'avion. On achète une maison à côté d'un port, à côté de terrains industriels. Les économistes diront probablement qu'on paie un coût d'acquisition moins élevé parce que les nuisances sont déjà escomptées dans le prix. Mais lorsque vous arrivez avec votre projet, vous proposez des améliorations, les citoyens réagissent comme ils réagissent. La Ville, quand vous arrivez avec ces propositions-là, est-ce qu'elle les considère sérieusement? Est-ce qu'elle travaille avec vous? Comment ça se passe avec la Ville à ce moment-là? C'est super intéressant comme question. La Ville les a regardés.
Les propositions qu'on a, on a quelques petites slides aussi, c'est des croquis puis les rendus qu'on a fait à l'époque, c'était avec la firme Lemay, la firme d'architecture Lemay, qui ont proposé les éléments avec nous. Puis tout ce qu'on a présenté dans le temps a été regardé, il y a eu 0 commentaire. On a systématiquement eu affaire à « mais le projet, vous ne pourrez pas le faire. On ne vous laissera pas le faire. C'est trop gros. » Donc, comme la slide ou la diapositive que vous regardez présentement, c'est ça, c'est des exemples de ce qu'on avait proposé. J'avais oublié, en haut à droite, c'est les jardins communautaires qu'on pensait mettre sur le toit vert. Celle en haut à gauche, c'est la vue que les gens auraient eue de chez eux en regardant vers notre terminal. Donc, ils ne nous voyaient pas. Ils voyaient juste littéralement rien autre que du verdissement puis des talus végétalisés. C'est ça. Donc, la réponse de la ville, et là, c'est indépendamment du parti politique, là, ça a littéralement été votre projet, vous ne le ferez pas, c'est trop gros, on ne vous laissera pas le faire. Donc, peu importe ce qu'on proposait, on se heurtait, entre autres ce document-là, on s'est heurté à une fin de non-recevoir. Donc, nous, on s'est retrouvé à déposer un projet de base en 2017 avec rien du tout. Alors, quand on vient, donc, ce que tu dis, c'est la ville s'est opposée, vous êtes allé en cours, vous avez obtenu le droit d'aller de l'avant. Et là, récemment, on l'a vu dans les médias, vous avez déposé une vision d'un projet de base. Et donc, vous ne revenez pas à ces propositions que vous avez faites au début, ce qui amène des gens d'ailleurs à penser que vous étiez pas vraiment intéressé à faire ces améliorations-là. Mais peut-être nous expliquer c'est quoi le projet de base, puis pourquoi vous êtes obligé à ce moment-ci de vous en tenir à ce projet de base-là. Absolument, Michel. Peut-être que je peux mettre la slide suivante. Daniel, je ne sais pas si juste pour la mettre. Parfait, merci. En fait, ça, ce qui s'est passé, c'est que le projet de base, c'est ça. Donc ça, c'est le projet qui respectait en tout point à la lettre la réglementation quand on a acheté le terrain en 2016. Qu'on a déposé en 2017 pour protéger nos droits parce que la ville changeait la réglementation à ce moment-là. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on la poursuite ou la saga judiciaire qu'il y a eu depuis les 4 dernières années, qu'on a gagné en cour supérieure, en cour d'appel, était basée sur ce projet-là. Donc, les juges ou les tribunaux ont tranché que la ville avait illégalement refusé de nous émettre le permis pour ce projet-là. Mais en faisant ça, ils ont cristallisé nos droits de la réglementation de l'époque. Donc, le projet que vous avez devant vous présentement, ça, c'est le projet en fonction de la réglementation de 2017. Malheureusement, dans les dernières années, 3, 4 ans, 2, 3 ans, il y a eu d'autres changements réglementaires que la ville a fait sur notre terrain, dont un, puis je peux faire une anecdote avec ça, un qui serait l'équivalent de dire, écoute, ton terrain est assez gros, là, ta piscine est trop grosse, on veut pas ta piscine, on te laisse le droit de mettre ta piscine, mais mets pas d'eau dedans. Présentement, ce qu'ils ont fait, entre autres, un des règlements, c'est qu'on ne peut pas mettre plus que 2 conteneurs de eau. Puis, cette réalité-là nous empêche de générer les volumes qu'on veut faire avec ce que je vous explique un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, à cause des changements réglementaires qu'il y a eu depuis 2017, nous, on ne peut pas déroger de ce projet-là sans parler avec la ville. Si la ville, le leadership de la ville vient nous voir pour qu'on puisse parler, pour dire, écoutez, nous, on veut leur parler pour améliorer les trucs puis bonifier la situation, ça va prendre des changements réglementaires, un paquet de discussions à avoir pour être capable de se rendre jusque-là. Donc, ce qu'on s'apprête à faire, c'est pas qu'on veut pas le faire, c'est qu'on n'a pas le choix de le faire de par les tribunaux avec la réglementation de 2017. Donc, si on résume, vous avez proposé un projet que vous envisagiez de bonifier. La ville ne l'a pas considéré, vous êtes retrouvé en cour. Vous avez un jugement de cour qui vous autorise de plein droit à faire un projet qui correspond au plan de base si on ne faisait aucune amélioration. Et là, tu dis, on n'a pas le choix, à moins que la ville s'assoie avec nous et rediscute des modalités du projet. Le seul projet qu'on peut réaliser, c'est le projet de base, qui à ce moment-là est, si je résume là, ma compréhension, de l'asphalte, une clôture frost, puis des camions. Avec des chemins de fer. C'est exactement ça. Avec des chemins de fer. Ouais. Et donc ça, c'est ce que le citoyen ne veut absolument pas, ce que la ville n'aurait pas intérêt à voir se développer, et c'est ce que vous ne vouliez pas au départ vous-même quand vous êtes arrivé avec des propositions pour rendre ça plus agréable pour le citoyen. Ça prend quoi pour qu'on sorte de cette impasse-là? Ça prend une discussion ou un dialogue avec les dirigeants
de la ville. Puis je vais le mettre en contexte parce que c'est facile de dire, oui, mais Charles, tu as juste à mettre un talus chez vous pour bloquer le bruit ou les nuisances visuelles. Mais la réalité, c'est que notre terrain, pour ceux qui connaissent le quartier, il est enclavé. Il est enclavé par plein d'autres joueurs industriels, privés ou publics, qui ont un impact sur ce que nous, on va développer. Je donne un exemple. Au sud, il y a beaucoup de gens. En fait, le port de Montréal commence la construction de leur viaduc pour les camions bientôt. À l'est, on a le ministère du Transport qui vont faire l'extension de Souligny. On a la ville qui va faire l'extension d'Assomption. On a le CDPQ Infra qui ont mis une réserve il n'y a pas longtemps pour le REM. Au nord, on a Hydro-Québec, puis à l'ouest, on a CN. Donc, tous les voisins qu'on a, indépendamment de ce qu'on fait, ont un impact. Je prends l'exemple du côté ouest, parce que les citoyens sont. Si on met un talus chez nous, présentement, la réalité, c'est que le son qui va être reflété le son qui va être généré de notre côté va être effectivement caché. Mais la gare de triage de CN qui est entre nous et les résidents va être amplifiée. Donc, la solution de mettre un talus sur notre terrain n'est pas nécessairement la meilleure. En fait, je pense que ce serait probablement pire. Donc, ce qu'il faut faire, ça prend une discussion avec justement la ville pour les changements réglementaires que j'ai parlé tantôt, les élus, les dirigeants qui peuvent changer les règlements pour dire, écoutez, nous, on a des solutions à proposer, mais ça va impliquer d'autres joueurs, dont tous les joueurs que j'ai parlé, parce que les gens, comme, disons, la CDPQ Infra avec la réserve, ils bloquent notre entrée. Si on est pour savoir comment réorganiser notre camionnage à l'intérieur de nos opérations, c'est correct, on va s'ajuster, on va s'organiser, on n'a aucun problème. Il faut se parler. Puis, dans un contexte où il y a plein d'autres entités qui gravitent autour du site, les mesures de mitigation que nous, on peut proposer doivent transcender notre site, doivent aller chercher des éléments des autres sites où d'autres entités coexistent avec nous. Et ce leadership-là doit venir de la ville. C'est la ville qui a en leur main les mécanismes réglementaires pour changer quoi que ce soit, pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, si je reste la liste, tu as nommé donc le MTQ, le CN, ouais. CDPQ Infra, évidemment la ville, les citoyens. C'est vraiment un exemple où, quelque part, ça va prendre du leadership et du leadership constructif. Ce que je comprends, là, c'est que votre intention, c'est de dire, nous, on va faire un projet et ce sera le projet de base s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas cette discussion avec un leadership. C'est quoi les délais? On est-tu à quelques jours d'une décision? Comment ça se passe? En fait, c'est une autre question intéressante. On est malheureusement pris par les délais d'expiration du permis que la Ville a émis. Ils l'ont émis au 1er avril dernier, suite à la poursuite judiciaire des 4 dernières années. Mais le permis, puis là, j'ai pas la date exacte, mais de mémoire, c'est 18 mois. Donc, le projet de base qu'on a là est valide pour 18 mois. Donc, nous, on a l'obligation de construire ça dans les 18 mois, sinon le permis tombe caduc. Là, on se ramasse dans une position vraiment pas enviable pour notre entreprise où est-ce que la réglementation qu'on avait protégée en 2017 tomberait justement nulle. Donc, les délais, on a l'obligation de le commencer bientôt et on a l'obligation de le terminer avant la prochaine année et demie. Donc, si on veut être en mesure de changer quoi que ce soit pour avoir des mesures de mitigation qui fait du sens pour les citoyens et les résidents et qu'on fasse un projet en 2021, non pas un projet des années 1950, on doit avoir des discussions avec les dirigeants. Et donc, c'est une affaire de semaines? C'est une affaire de mois? Suite à la réception du permis, on est allé en fait, on finalise les appels d'offres présentement. On s'attend à avoir des soumissionnaires d'ici la fin du mois de mai. Donc, j'imagine qu'au cours de juin, juillet, en fonction il va commencer à avoir des travaux là cet été. Puis une fois que les travaux commencent, on va commencer à rentrer des conteneurs aussi cet été. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dis, ça prend du leadership de la ville, ça le prend dans les prochaines semaines, puis il faut que le monde commence à travailler ensemble. Peut-être faire un lien, et je veux pas qu'on parle des poursuites judiciaires parce que on le sait, il y a comme un éléphant dans la pièce, c'est que vous poursuivez la ville. Mais dans le privé, quand il y a des poursuites, souvent on peut se parler, puis éventuellement si on trouve une solution, ben la solution elle englobe tout. Est-ce que présentement vous êtes prêt à parler à la ville même s'il y a cette poursuite-là? Ah, absolument. La poursuite, c'est une poursuite en dommages. Puis n'importe quel citoyen corporatif ou individuel qui s'est fait illégalement traiter de la façon qu'on s'est fait traiter pendant 4 ans
aurait le droit de faire des réclamations en dommages. L'ampleur du montant est en fonction de l'ampleur du projet. C'est tout. Ceci dit, par définition, un règlement hors cour insinue que les parties impliquées se parlent en dehors de la cour. Puis, j'ai entendu pendant les 4 dernières années l'administration municipale me dire « Charles, on ne parlera pas, tu nous poursuis. » Ça, c'était quand on poursuivait pour se faire respecter nos droits d'avoir le permis. Mais la réalité, c'est qu'une chance qu'on les a poursuivis parce qu'ils s'en allaient enlever notre droit d'opérer sur le terrain. Puis là, depuis les derniers mois, effectivement, il y a une poursuite en dommages qui a été lancée pour leur agissement des dernières années. Ceci dit, on a le même chanson qui roule, qui dit on parlera pas aux gens qui nous poursuivent. J'ai dit, mais ça n'a pas rapport. L'idée d'avoir une poursuite, c'est parce qu'on a eu des dommages pendant 4 ans. Nous, on veut vous parler pour ce qui s'en vient pour les 50 prochaines années. Puis ils disent qu'ils ne nous parleront pas à cause de ça. Donc, je trouve que c'est un petit peu... c'est ça laisse à désirer. OK. Alors, à la fin, si on se préoccupe d'abord du citoyen, on voudrait chercher une solution qui est meilleure que le projet de base. Si on se préoccupe de l'entreprise qui agit sur un terrain de plein droit, on voudrait qu'elle puisse réaliser un projet. Si on veut avoir une forme d'harmonie avec tous les partenaires dans le coin qui sont impliqués, c'est DPQ Infra, CN, MTQ, encore là, ça prend du leadership pour amener tout ce monde-là ensemble. Vous vous dites, vous, prête à vous asseoir avec le leadership dès qu'il le voudra, et tu dis en même temps, il faut bouger vite parce qu'on a des échéanciers. As-tu espoir? Absolument. Je suis un gars positif de par nature. Là. Je suis assez optimiste. J'espère qu'on va être capable de se parler. Ça ferait aucun bon sens qu'on n'arrive pas à se parler dans les prochains mois. Là. J'aimerais mieux dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, je suis un gars qui a espoir qu'on va finir par se parler pour faire quelque chose de bien quand même. Ben écoute, Charles, c'est nous de la Chambre qui vous avons sollicité pour venir. Je trouvais que c'était important qu'on ait cette discussion-là, puis je la voulais en public parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on comprenne collectivement que si on veut des investissements, il faut qu'on donne un environnement de droit, un environnement où les droits des entreprises sont respectés. Et quand les entreprises font des investissements de plein droit, dans le cadre des projets de la Ville, qui à l'époque voulait faire un pôle de logistique, eh bien que la Ville, à ce moment-là, sa responsabilité, c'est de travailler avec le promoteur. C'est de faire en sorte que ce soit le meilleur projet possible. Et si on devait sortir de cette reconnaissance de l'état de droit, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises vont hésiter avant d'investir. Et si les entreprises hésitent avant d'investir, ça veut dire qu'il n'y aura pas de renouvellement de nos entreprises, il n'y aura pas éventuellement de création de richesse, il n'y aura pas de création d'emplois. Alors, c'est un cas d'espèce très important. Dans les prochaines semaines, on va suivre comment ça évolue. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le leadership se lève. Et on n'a pas à attendre une prochaine élection pour voir qui ce sera. Le leadership est en place maintenant et peut agir maintenant. Je te remercie beaucoup, Charles, d'avoir accepté d'avoir cet échange publiquement. Et je te souhaite bonne chance. Merci à la Chambre. Bonne fin de journée à tout le monde.